Je suis accompagné aujourd'hui de Chantal Carrier, qui est spécialiste en solutions technologiques et qui va faire l'essentiel de cette présentation. Bonjour à Pour tous. ceux qui ne... Merci Chantal. Pour ceux qui ne pourront assister à notre webinaire, donc celui-ci est enregistré et nous vous ferons parvenir l'enregistrement de celui-ci par courriel après le webinaire. Donc pendant ce webinaire de 45 minutes, Chantal va faire la démonstration de nouvelles possibilités offertes avec ArcGIS Pro 2.3. Il faut savoir que depuis qu'ArcGIS Pro existe, c'est la mise à jour logicielle qui comporte le plus de nouveautés. Ce webinaire aussi a été établi, pour rappel, pour les utilisateurs ArcGIS qui désirent en savoir davantage sur les nouvelles fonctionnalités d'ArcGIS Pro et qui veulent débuter et utiliser ces innovations à travers leur SIG. Donc si jamais vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser l'onglet en vous assurant de bien sélectionner All Panelists, puis de taper votre question dans la case et on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Évidemment, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. J'ai juste un petit problème, ce ne sera pas très long. Je m'excuse pour ça. Donc aujourd'hui au programme du webinaire, ça va porter essentiellement sur les éléments suivants. Comment découvrir les nouvelles améliorations apportées à la cartographie, à la visualisation, comment explorer de nouvelles capacités d'analyse et en apprendre davantage sur tout ce qui est nouvelles fonctionnalités 3D et imagerie avancée. Donc ça, c'est les grandes lignes de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et la première question qu'on se pose souvent et qu'on nous pose souvent, c'est la suivante. Est-ce qu'ArcGIS Pro remplace ArcMap? Chantal, je vais te passer la parole et laisser répondre à cette question. Chantal? Oui, je suis là. Désolée. Oui, en fait, la réponse à ta question, c'est oui, parce que ArcGIS Pro remplace maintenant ArcMap. Esri focus maintenant sur ArcGIS Pro pour que ce soit le meilleur logiciel SIG de bureau au monde. La plupart des fonctionnalités disponibles dans ArcMap sont maintenant disponibles dans ArcGIS Pro. Le défi, c'est de trouver des commandes familières et des flux de travail dans cette application. Il est même temps de profiter des avantages liés aux améliorations apportées à ArcGIS Pro 2.3 qui améliorent les flux de travail de cartographie, d'analyse et de gestion de données. Je vais partager mon écran à partir de ce moment et puis il va y avoir je vais alterner entre des diapositives et des présentations. D'abord, la première amélioration liée à ArcGIS Pro 2.3, c'est la page de démarrage. Toutefois, si vous n'avez pas été en mesure de vous connecter à ArcGIS Pro et de la voir, vous avez pu avoir un message d'erreur disant que votre compte ne dispose pas de licence ArcGIS Pro. Cela signifie que vous êtes un membre d'une organisation ArcGIS, mais que votre compte n'est pas configuré pour utiliser ArcGIS Pro. Les seuls types d'utilisateurs compatibles avec les licences ArcGIS Pro sont celles des spécialistes des SIG et les créateurs. Les autres types d'utilisateurs ne sont pas compatibles avec la licence ArcGIS Pro. Elle est automatiquement assignée à un utilisateur de type spécialiste des SIG, mais une licence complémentaire doit être assignée à l'utilisateur de type créateur par l'administrateur ArcGIS Online. La licence par défaut pour ArcGIS Pro est gérée via ArcGIS Online ou un portail qui est lié au produit ArcGIS Entreprise. Et puis, vous pouvez utiliser des licences Single ou Concurrent Use. D'abord, on va parler des améliorations apportées à la cartographie et à la visualisation. Les améliorations apportées à la cartographie et à la visualisation sont des fonctionnalités majeures à propos des matrices de nuages de points, de la visualisation 3D, des graphiques en horloge, des cartes de densité constante et des rapports. Cartographier dans ArcGIS Pro, c'est une expérience visuelle et interactive. Vous pouvez créer des cartes 2D pour visualiser vos propres données spatiales. Avec la venue de la version 2.3, vous pouvez ajouter des classes d'étiquettes à partir de vos couches de symbologie. Cela permet de faire automatiquement des classes d'étiquettes pour chacune des classes de symbologie que vous avez déjà définies. De cette façon,
Vous pouvez spécifier différentes étiquettes de propriété pour chacune des classes d'étiquettes. Par exemple, vous pouvez afficher les étiquettes des villes comptant une grande population avec une police plus grosse que celle ayant une petite population. Parfois, voir les informations en 3D vous permet d'avoir une meilleure perspective sur vos données. Dans ArcGIS Pro, vous pouvez configurer une extraction sur une couche, c'est-à-dire étirer verticalement une forme 2D afin de créer un objet 3D. Vous pouvez extraire des polygones en vous basant sur un attribut afin de créer une carte de prisme en 3D, comme pour démontrer les propriétés qui ont les prix les plus élevés, les taux de criminalité dans un quartier ou des statistiques sur le revenu des ménages. On peut représenter les données sous forme de graphiques. Visualiser des données dans un graphique permet de découvrir des patrons de répartition, des tendances, des relations et la structure des données. Les nuages de points, eux, peuvent être utilisés pour visualiser des relations entre des variables numériques. Utiliser les graphiques avec une carte permet d'explorer les données et trouver ce qu'elles ont à vous dire. On peut sélectionner par exemple des entités dans le graphique pour voir où elles se trouvent dans la carte. Et puis, on peut faire des matrices de nuages de points. Ces matrices de nuages de points sont utilisées pour visualiser plus de 2 variables à la fois, pour voir des relations qui les unissent. Une matrice de dispersion est une grille de nuages de points. Chaque nuage de points dans la matrice illustre la relation entre des paires de variables, ce qui permet d'explorer les relations existantes dans le même graphique. Aussi, un histogramme peut présenter la distribution de chacune des variables numériques qui sont ajoutées à une matrice. Une équation de régression peut aussi être calculée pour chaque nuage de points dans la matrice de nuages de points. Allons maintenant à une première démonstration après avoir vu la carte de densité. La carte de densité, c'est une représentation de la distribution de points. C'est la meilleure façon de visualiser la concentration des données. On peut aussi utiliser des cartes de densité quand plusieurs points sont près des uns des autres et qu'ils ne sont pas faciles à distinguer. Dans ArcGIS Pro 2.3, la symbologie des cartes de densité illustre les données de façon dynamique pour représenter une surface de densité relative. Ainsi, à chaque fois qu'on zoome sur la carte et que la carte est modifiée, la définition de la densité est modifiée automatiquement. Cette méthode est très pratique pour voir une variation locale de la densité. Il est aussi possible de modifier la symbologie d'une carte de densité pour qu'elle utilise une méthode de définition de densité constante. Par cette méthode, la définition de la densité reste constante, peu importe le zoom de la carte. Alors, vous pouvez comparer les différents secteurs de la carte à différentes échelles. Allons maintenant vers une première démonstration. D'abord, je vous disais qu'au niveau de la page de démarrage, la présentation avait été modifiée. Maintenant, on peut piner ou dépiner des projets qui sont dans une liste. Dans le fond, ici, c'est une liste de tous les projets que vous avez ouverts récemment et la liste peut aller jusqu'à 50 projets. Donc, lorsqu'on pine un projet, le projet va rester en haut de la liste et il va être accessible. On peut aussi le dépiner ou enlever un projet de la liste en tant que tel. Et puis, regardez ici. C'est maintenant possible de partir une carte directement à partir d'une carte. C'est-à-dire partir un projet à partir d'une carte, d'une scène globale ou locale, sans utiliser de modèle, de template. Donc ça, c'est une modification qui avait été demandée par les clients et puis qui a été apportée. Alors, on va rentrer sans modèle. Juste le temps que mon logiciel charge. Il est chargé et maintenant, je vais aller ouvrir le catalogue pour vous montrer quelque chose de nouveau encore. Ici, j'ai un MXD. Et le MXD, je peux maintenant l'importer directement dans ArcMap via le catalogue. Regardez bien, je le glisse et il s'importe. Durant le temps que le fichier s'importe, je
peux vous dire que présentement, c'est possible de faire un projet en ayant prédéfini des modèles. C'est-à-dire, on peut configurer un modèle. Je vais aller vous monter dans le projet après. OK. Donc, vous voyez, je vais commencer par vous montrer le projet. Le projet MXD, c'est bien chargé dans ArcGIS Pro. Et puis, si je vais sur Layout, je peux également charger une mise en page qui a été faite. Donc, tous les attributs de la mise en page s'affichent, tous les éléments de la mise en page s'affichent. Et ce que je vous disais auparavant, on peut aller dans Options, ici, dans Projet Options et dans Général, et puis on peut faire configurer un projet, un modèle par défaut au ArcGIS Pro. C'est-à-dire que si je veux faire ouvrir ArcGIS Pro et qu'un modèle précis apparaisse, je peux maintenant le faire. Donc, je peux faire apparaître la page de démarrage, je peux ne pas faire apparaître de projet du tout, ou faire apparaître un projet par défaut. Je vais vous montrer un second item. Parlons maintenant de la visualisation 2D dans des cartes. Maintenant, c'est possible d'ajouter des classes d'étiquettes à partir de la symbologie. Donc, si je vais dans la symbologie, on va aller voir tout de suite la symbologie qui est appliquée. Voilà, on a des classes d'étiquettes. Si je vais dans les domaines, on peut voir ici sous classe à gauche qu'il est apparu Create Label Classes from Symbology. C'est une nouvelle fonctionnalité d'ArcGIS Pro 2.3. Donc, on voit les différentes classes de symbologie qui ont été définies et qui peuvent servir à faire des étiquettes. Et on peut changer les intervalles, on peut changer les couleurs, etc. Donc, si je ferme la symbologie ici, je peux maintenant modifier une classe d'étiquette. Je vais aller faire la 207 par exemple. On peut modifier une classe d'étiquette et changer les écritures pour chaque type de classe d'étiquette. Vous voyez ici que mes étiquettes se sont modifiées. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est fort pertinente. Ensuite, si j'ouvre par exemple une vue 3D, donc tout à l'heure dans la présentation PowerPoint, je vous parlais qu'on pouvait extraire des données et les mettre en 3D. C'est ce qui a été fait ici, sur ces polygones. Pardon, petite perte de voix ici, je vais prendre une gorgée d'eau. OK, on continue. Donc, j'ai utilisé le 3D et lorsque je vais sur la couche, maintenant, on peut voir que, pardon, j'ai perdu mon fil à cause de ma gorgée d'eau. Donc, je peux aller dans Apparence et je peux aller faire une expression à partir de l'extrusion. Et l'expression peut être mise en format arcade ici. Et on peut appliquer un multiplicateur pour calculer ou mettre en valeur des données sur les crimes. Ensuite, nous allons aller voir un nuage de graphique de points. Le nuage de graphique de points est en relation directement avec des données. Donc, je vais aller l'ouvrir ici. Il a déjà été créé. Et donc, le nuage de points, comme je vous disais, est en relation avec les données. Si je sélectionne les points en bas, on peut voir, par exemple, la sélection qui s'effectue dans la carte en haut. Et au niveau du graphique, on peut voir, par exemple, un coefficient de corrélation, le R2 qu'on retrouve en bas à droite de l'écran, qui indique un coefficient de corrélation de 0,02 %. Ce qui veut dire que nous savons que le revenu des ménages explique environ 0,02 % de la variation des vols. Car ici, c'est bien une carte de crime que nous avons. Aussi, on utilise les graphiques ensemble avec des cartes pour explorer des données et faire des requêtes. Donc, on peut sélectionner des entités dans les graphiques pour les voir automatiquement dans la carte. Puis, je peux sélectionner les quartiers aussi, comme cela,
qui ont plus de 200 vols dans le graphique et souligner les quartiers dans la carte en même temps. De plus, on peut modifier la symbologie de façon proportionnelle dans le graphique. Pour ça, je vais aller dans les propriétés du graphique et je vais finir mes propriétés. Et je vais vous montrer ici, regardez au niveau du symbole. C'est possible de changer la symbologie, c'est-à-dire la grosseur des points, et c'est possible de mettre les points de façon proportionnelle. Donc, plus il y aura une relation ici élevée, au niveau, en fait, c'est plus les valeurs de relation seront élevées et plus le point apparaîtront en gros. Maintenant, on va aller voir les matrices de dispersion. OK, les matrices de dispersion. Qu'est-ce que c'est? La matrice de dispersion, ça nous sert à visualiser la relation entre deux variables. Dans ce cas, nous voulons en savoir plus sur la relation existante entre l'éducation, la culture, le revenu des ménages ainsi que les vols. Le coefficient de corrélation, le R2, identifie quelles corrélations sont plus fortes. Dans ce graphique, nous avons deux fortes corrélations. On va les regarder. Donc, on a la corrélation qui est à 0,18, de valeur 0,18, qui est, comme on voit, au niveau de l'éducation et du revenu des ménages. On le voit dans le graphique en haut à droite qui s'affiche. Et puis, nous avons une autre corrélation qui est assez élevée, qui est ici entre les vols et les quartiers où il y a plus tendance à avoir l'art, la culture qui est présente ou encore des activités récréationnelles. Et puis, dans ce même graphique, je vais ouvrir mes propriétés. C'est possible, par exemple, de ne pas voir le coefficient, de voir les lignes, de voir tous les nuages de points à la place. Ou encore, on peut enlever les histogrammes ou les mettre. Passons maintenant à un autre type. Nous allons passer à la carte de densité. Voilà, elle est chargée. Les cartes de densité, ça permet d'avoir une autre façon de représenter la distribution de vos données dans Pro 2.3. On peut configurer la méthode de symbologie pour qu'elle soit dynamique. Donc, si je vais sur la couche, c'est possible de voir les différents effets. Je vais aller chercher ma symbologie. Et voilà, je peux modifier la couche de symbologie comme je veux pour illustrer les valeurs. Et puis, ça s'adapte directement dans la carte. Je vais rétablir comme elle était environ. Voilà. Donc, on voit que la carte recalcule toujours. Donc, on peut configurer la méthode de symbologie aussi, et on peut la mettre soit de façon dynamique ou de façon constante. La carte recalcule toujours la densité à chaque fois que le zoom est modifié. Avec la méthode des constantes, la densité reste constante, quelle que soit l'étendue de la carte. Donc, je zoome et je dézoome, et on voit que l'ajustement de la carte se fait toujours. Une autre nouveauté à ArcGIS Pro, c'est que nous pouvons maintenant créer plusieurs requêtes de définition dans une même carte. On peut voir dans les propriétés de la couche l'ensemble des requêtes établies. Donc, si je vais voir les requêtes, j'ai une requête présentement sur les assauts, sur les homicides, ainsi que sur les crimes qui ont été faits en 2017. Et si je vais, admettons, dans Data, attendez un petit peu. Oui, c'est bien dans Data et je cherchais où aller, c'était Definition Query. Donc, si je vais sur Definition Query, c'est possible au niveau de ma symbologie de voir les assauts via la requête qu'on vient de voir dans les propriétés de la couche.
Je peux aussi voir les homicides et le total des crimes. Donc, nous pouvons regarder les données sur les crimes en même temps qu'on regarde les requêtes de définition, ce qui est fort pertinent. On va retourner maintenant dans les diapositives pour continuer la matière. C'est parfait. Donc, on va passer aux capacités d'analyse. D'abord, il y a des graphiques en horloge qui aident la visualisation de données distribuées selon différentes plages de temps. Ils résument visuellement des données temporelles en 2 dimensions afin de révéler des patrons saisonnaux, cycliques ou des tendances au fil du temps. Par exemple, on peut créer des graphiques en horloge qui permettent de visualiser des tendances liées au crime selon certaines périodes. Nous allons aller les voir tout de suite dans une nouvelle présentation. Donc ici, on voit des graphiques en horloge. On va les passer plus en détail dans peu de temps. Alors ici, on regarde les sites d'accidents. On va regarder la carte en haut à gauche. Ce sont des sites d'accidents, des KSI Accidents. Qu'est-ce que c'est? C'est des accidents où il y a eu des blessures sérieuses et des morts. Donc, quand on affiche les points sur une carte comme celle-ci, il est difficile de voir des tendances temporelles. Typiquement, la première chose à faire, c'est de créer un graphique en ligne, comme celui-ci, et qu'on voit les différentes données. Et puis, à l'intérieur du graphique, on peut voir, par exemple, ce point. Ce point, en fait, c'est un drôle de fait. C'est un point de valeur faible qui se produit en décembre 2013, justement lorsqu'il y a eu une grosse tempête de neige à Toronto et que plus de 300 000 ménages se sont retrouvés sans électricité. Donc, vous voyez, on peut aller tirer des conclusions par rapport au point qu'on a. Maintenant, on peut créer un graphique en horloge. Regardez ce graphique en bas à gauche. Les tendances cycliques deviennent plus apparentes. Chaque anneau représente une année, tandis que chaque pointe, de l'extérieur vers le milieu, représente un mois de données. À droite, on a les mêmes types de données, sauf qu'elles sont distribuées par semaine. La plus petite fréquence d'accidents, on voit qu'elle est dans ce secteur, dans le coin du secteur de la semaine 10, où je viens de prendre quelques données. Et puis, la plus grande fréquence semble être vers le mois d'août, donc dans ce secteur environ. Allons modifier un peu le graphique. Je vais aller dans les propriétés du graphique. Et puis, je vais aller faire en sorte que je vais agréger mes données en faisant une somme. Et puis, ici, je vais choisir le champ DUI qui représente les accidents où il y a eu un chauffeur qui était soit en état d'ébriété ou encore qui avait pris de la drogue, donc qui était sous l'influence de quelque chose. Et voilà que mon graphique s'est auto-calculé et il s'est modifié. Donc, vous voyez que c'est possible de tirer des nouvelles conclusions. Les graphiques en horloge sont très utilisés quand il faut visualiser des tendances, des patrons de répartition d'événements à travers le temps. Sur ce, on retourne à la présentation. Voilà. Parlons maintenant d'infographie. Les outils infographiques sont inclus dans des modèles Esri que l'on peut accéder via le nouveau volet infographique. Vous pouvez voir les modèles qui ont été partagés par votre organisation ou construire vos propres modèles en utilisant MyVariables, MyVariables. Les infographiques peuvent vous aider à répondre à des questions basées sur la localisation. Maintenant, vous pouvez générer des rapports pour partager une représentation multipage préétablie de vos données. Les rapports sont un nouvel outil de projet et viennent avec un nouveau type de visualisation. Les rapports peuvent aussi être partagés en tant que fichier PDF
sauvegarder dans un paquetage de projet ou sauvegarder dans un fichier de rapport en format RPTX. Allons maintenant les voir. Commençons par les infographiques. D'abord, si je sélectionne, si je m'en vais chercher l'information en pop-up sur, ici on a une carte de statistiques, donc c'est des divisions de recensement. Si je choisis une division de recensement, et que je fais apparaître le pop-up, j'ai différentes informations qui apparaissent. Maintenant, si je clique sur le volet infographique qui se trouve dans mon ruban en haut dans Inquiry et que je vais cliquer sur un polygone de recensement, ma fenêtre change du tout. Donc, on voit différentes variables qui apparaissent. Je vais grossir un peu la fenêtre pour pouvoir mieux la voir. Donc, on a la population présente dans l'unité de recensement. On a la moyenne des âges, une pyramide des âges qui peut apparaître, la moyenne des dépenses, la moyenne aussi des revenus. Et puis, c'est possible de comparer avec d'autres unités de recensement les données ou encore les comparer pour le Québec ou le Canada. Et puis, c'est possible de le faire selon différents modèles. Ici, c'est le modèle KFAX qui avait été utilisé, mais on peut aussi utiliser des modèles qu'on a pris directement sur RGS Online, qu'on a déjà créés et partagés, ou des modèles présents dans la bibliothèque Esri, par exemple, ou dans votre RGS Enterprise. Donc, on peut configurer l'infographie comme on désire. Et comme je vous disais, on peut utiliser My Variables pour aller configurer notre infographie et changer les variables qu'on veut voir apparaître. Donc, on peut jouer comme on veut pour voir apparaître ce que l'on veut. Alors, on va maintenant voir comment configurer les infographiques. On retourne sur Infographique en haut à droite et on fait Configure Infographics. Donc, m'apparaissent déjà les variables qui étaient configurées. Si je veux insérer d'autres variables, je peux aller ici sur My Variables et faire le plus. Lorsque je fais cela, j'ai d'autres variables qui m'apparaissent. Ces variables ont été définies par Environics Analytics. Et puis, si je clique à l'intérieur, j'ai différents choix qui s'affichent. Et puis, à l'intérieur de ces choix, on retrouve les thèmes et les années pour lesquelles les données sont disponibles. Donc, on peut configurer vraiment l'infographique comme on désire. Maintenant, nous allons aller voir les rapports. Nous regardons en ce moment les données des divisions de recensement du Canada. On les voit en entier et puis j'ai fait par exprès pour aller créer un bookmark et zoomer sur le Québec. Donc, on voit les données de recensement du Québec. Il y a quelques attributs que j'aimerais faire inclure dans mon rapport. Donc, si je clique dessus, on se rappelle le pop-up que je vous ai montré tout à l'heure, on a des attributs, je veux les voir apparaître dans un rapport. Pour créer un rapport, je peux aller dans Insert, faire New Report, ou je peux aller directement sur ma couche, cliquer à droite et faire New Report. Je vais le faire par ici. Directement, lorsque je fais New Report, m'apparaît un menu qui est étape par étape, qui est fait avec des tâches. Et puis, je peux modifier mon nom de rapport sans problème, modifier ma source, etc. Donc, je vais passer avec les étapes, à travers les étapes avec vous. Je fais Next. Ici, on voit que je peux choisir d'avoir toutes les lignes ou encore sélectionner certaines lignes ou utiliser une expression. Je vais utiliser toutes les lignes, mais je vais enlever CDUID. Je fais Next. Maintenant, on voit une fenêtre pour organiser les données. Dans cette fenêtre, on peut soit regrouper les données ou trier les données. Je vais choisir de trier des données, de faire des résumés de données. Je vais utiliser la population de 2001 et faire une somme. Je vais utiliser la population de 2016, faire une somme. Et je vais utiliser aussi les superficies.
et faire une somme. Donc, j'ai créé des variables que je vais voir afficher et avoir des sommes pour. Je fais Next. Lorsque j'ai créé mes variables, ici est venu apparaître deux modèles. On voit le modèle par liste d'attributs et on voit aussi le modèle qui est le Basic Summary, le résumé de base. Donc, qu'est-ce que c'est? La liste d'attributs, c'est une liste d'attributs avec regroupement. C'est-à-dire que ça crée une liste pour chaque ligne et les regroupe. Tandis que le Basic Summary, c'est un résumé de base avec regroupement. Ça crée une liste de groupes et sans les entrées individuelles. Donc, on a une liste de groupes, mais ça ne considère pas les entrées individuelles. Et puis, après coup, lorsque j'ai choisi un modèle comme ça, je peux choisir aussi un style. Donc, je peux avoir aucun style, le mettre en noir et blanc, prendre des tons plus faibles, des tons froids ou des tons chauds. Je vais choisir les tons chauds. Et puis ici, je peux effectuer la mise en page que je veux. Je vais laisser comme ça pour le moment. Je fais Finish. Voilà, mon rapport est créé. Bien sûr, à ce moment, on peut le configurer comme on veut. Le rapport est fait en différentes sections. Et voyez à gauche, dans la table des matières, les différentes sections, on peut aussi les mettre en activité par ici. Si je m'en vais dans les sections ici, je peux aller éditer mon titre comme je veux. Donc, je peux passer directement par le Report Header Title Text ou je peux aller dans Format ici pour activer et aller changer le texte comme je désire. Donc, je vais le mettre en vert, mais ce n'est pas grave, je vais pouvoir le modifier éventuellement. Donc, on peut vraiment modifier chacune des parties du rapport. On va aller voir un rapport qui a déjà été fait. Dans le fond, c'est le rapport que je viens de faire, mais plus avancé. Ici, on voit par exemple qu'une image a été ajoutée, que le titre ici a été modifié, que les variables aussi ont été changées. Puis, on a changé, on a mis les tons aussi en mode chaud. Donc, le rapport a été créé et puis a été exporté en PDF via Share, Export, PDF. Et à ce moment, on peut choisir d'exporter soit une page ou plusieurs pages, sans problème. Qu'est-ce que ça donne? On va aller voir le PDF une fois fait. Donc, ce qui m'apparaît, c'est une page de couverture et si je rentre à la première page, on voit les variables que j'ai affichées, que j'ai demandé de faire calculer et j'ai demandé de les mettre par ligne. Vous vous rappelez? Donc, en les mettant par ligne, apparaît les différentes lignes avec les variables. Et puis, à la seconde page, à la page 3, j'ai les sommes que j'avais demandées pour 2016, 2011 et pour les superficies. Même chose à la fin du rapport. Si je vais à la page 31, j'ai les mêmes sommes qui apparaissent, mais maintenant pour l'ensemble de mes données. Donc, j'avais 293 données. Elles sont toutes à travers mon rapport et puis on a les sommes qui y sont reliées. Les rapports sont faciles et rapides à configurer et ils peuvent afficher des données de vos couches d'une façon très structurée. Donc, profitez-en, c'est une belle fonctionnalité pour vous. Encore une fois, on retourne à la démonstration. Ici, on voit LocateTXT. L'extension LocateTXT permet la découverte et l'extraction de géocoordonnées, de noms de lieux et d'autres informations critiques provenant de plusieurs types de formats de données structurés et déstructurés. Elle localise ces données dans ArcGIS pour les visualiser ou en faire l'analyse. L'extension utilise un patron de recherche et d'extraction regex haute vitesse pour le texte non structuré. Les données déstructurées sont des textes ou des documents qui contiennent de l'information de localisation, incluant des pages web, des rapports, des emails et des médias sociaux. Toutefois, elles ne se limitent pas à ceux-ci.
Je vais aborder une nouvelle démonstration et pendant que je me set, pendant que je me place, je vais vous rappeler que c'est possible d'envoyer des photos, des questions via le chat. Et puis, on va répondre à vos questions à la fin. Alors, LocateXT, à quoi ça sert? C'est pour, par exemple, extraire des données. Donc, je vais dans Map et je m'en vais dans Add Data, Extract Locations. Donc, ma fenêtre apparaît à droite. Je vais agrandir un peu ma fenêtre. OK, j'ai ma fenêtre. Maintenant, ça me prend des données. On va aller voir un type de données que j'ai présentement. Ça ne sera pas long. OK. J'ai dans un dossier plusieurs rapports d'incidents. On va aller voir un rapport d'incident en particulier. Donc, à l'intérieur de ce rapport d'incident, on retrouve du texte. Et à travers le texte, on a par exemple des coordonnées. Et on a aussi des mots qui représentent des mots-clés. Les mots-clés sont fort importants. Je vais fermer cela et vous allez voir pourquoi ils sont fort importants. Je vais fermer ceci aussi. Les mots-clés, en fait, c'est des mots-clés qui vont se retrouver dans le texte que je viens de vous montrer et qu'on va voir aussi dans les incidents ici, dans une couche qui a été faite, mais qui ne contient aucune donnée présentement. Donc, on a préfait la symbologie pour pouvoir afficher les données. Alors, je vais aller chercher mon rapport d'incident. Mais puisque je ne veux pas traiter l'ensemble de mes fichiers, parce qu'on s'entend, il y en a 73, il y en a plusieurs, je veux les traiter tous ensemble. Donc, je peux lister mon dossier directement ici et il va être traité. Et puis, dans l'output, je définis que je veux voir les données apparaître dans Incident, ma couche qui est à gauche, ici dans la table des matières. J'ai déjà mes coordonnées, mon système de coordonnées de Redley. Et puis, je vais aller voir Properties. Je peux extraire des coordonnées, c'est ce que je veux. Et puis, je vais aller faire des attributs personnalisés. Ici, j'ai défini des attributs personnalisés qui vont aller trouver les mots-clés dont je parlais. Ce qu'on voit ici, incident attribut, c'est le fichier ici LXTCA qui a été fait, qui contient les mots-clés. Donc, on a des mots-clés drug, arm, robbery, etc. Donc, c'est les mots qui vont être cherchés à travers les rapports que je viens de vous montrer et qui vont être cherchés à travers et qui sont associés ici à la symbologie à gauche. Je vais refermer le dossier et on va faire extract. Donc, on voit l'ensemble des variables qui sont à l'intérieur. Tout est correct. Et je fais OK. Automatiquement, les données vont aller s'extraire. Donc, ce sont les données, les coordonnées qui étaient à l'intérieur de mes fichiers de rapport qui sont automatiquement placées. Et si je vais cliquer sur une donnée en particulier, je vais agrandir ma fenêtre un peu, on voit les données du rapport. Donc, on voit le prétexte avant les coordonnées, on voit les coordonnées qui ont été établies et qui ont été placées et extraites, et puis on voit le texte d'après, tout ici. Et puis à l'intérieur, on voit le fichier qui est attribué, et puis le mot-clé qui a servi, et on peut aussi avoir le lien vers la source d'origine qui a ouvert à gauche. Et il y a une fonction qui indique les coordonnées qui ont été extraites et le mot aussi clé qui a été pris. Donc, c'est souligné dans le rapport. Alors, vous voyez, on peut extraire des données d'un texte. Mais c'est aussi possible de le faire d'une autre façon. On va aller voir des données de volcan. Ici, par exemple, dans une page Internet, c'est la page du Smithsonian Institution qui répertorie tous les volcans en activité au niveau de la planète. Et à l'intérieur de cette page, on retrouve entre autres des coordonnées. Je veux extraire toutes les coordonnées de ma page Internet. Je vais aller encore dans Extract Location
Mais cette fois-ci, dans Extract, je vais choisir Texte. Je vais aller réouvrir ma page de Volcan et puis je vais glisser mon texte. C'est bon, mon texte de ma page s'est inséré. Et puis, à quelque part là-dedans, on retrouve des coordonnées. Vous voyez, ils sont ici, entre autres. Au niveau du nom, je vais choisir les volcans. Je vais faire Extract. Et je vais faire OK, puisque les variables se sont affichées. C'est parfait. Donc, on voit ici que tous les volcans actifs au niveau de la Terre se sont affichés et c'est les volcans que l'on retrouve qui ont été répertoriés sur la page du Smithsonian. Et on voit les coordonnées qui ont été utilisées. Donc, c'est fort intéressant. Regardez, ça peut servir à toutes sortes de choses vraiment. Et puis, on peut le faire, comme vous avez vu, à partir directement de texte, soit structuré à partir d'un document Word, document texte, et on peut le faire aussi à partir d'un document qui est sur Internet, sans problème. Donc, ça nous permet de comprendre nos données géographiques d'un bloc de texte. Donc, on retourne encore à la présentation pour parler maintenant des fonctions 3D et de l'imagerie. Pour la section 3D imagerie, nous allons signer les fonctionnalités majeures et les mises à jour qui y sont reliées. Donc, on parle de scènes de bâtiment, de vidéo plein écran et de mode perspective. Les couches de scènes de bâtiment d'abord. Ajouter des fichiers natifs Revit était supporté dans la version ArcGIS Pro 2.2. Dans la version 2.3, les couches de scènes de bâtiment ont été ajoutées. Les couches de scènes de bâtiment optimisent le cache et le rendu de gros fichiers complexes Revit dans ArcGIS Pro. L'information BIM capturée dans les couches de scène de bâtiment est utile pour visualiser, faire des requêtes et filtrer différents aspects de bâtiment. Les couches de scène de bâtiment sont visuellement plus complexes. Il est utile de filtrer des éléments ou des parties de bâtiment pour voir ce qui est pertinent ou les informations importantes qu'on recherche. Les filtres sont contextuels et vous pouvez créer ou appliquer un filtre à une couche de scène de bâtiment de façon spécifique. La vidéo plein écran, aussi appelée FMV pour Full Motion Video, est pleinement intégrée à ArcGIS Pro 2.3. Un FMV nous permet d'assurer la gestion et une interaction avec une vidéo qui contient des métadonnées géospatiales intégrées. Il faut avoir recours à l'extension ArcGIS Image Analyst qui est conçue pour évaluer, analyser et diffuser rapidement des informations exploitables pour un soutien à la décision rapide. Il est bien adapté à la réalité de la situation. Dans Pro 2.3, c'est aussi possible d'utiliser l'extension ArcGIS Analyst, Image Analyst, pour voir comment les capteurs voient. Avec l'extension Image Analyst, nous pouvons afficher un grand nombre d'images obliques en mode perspective. On peut changer les images aussi pour obtenir les images de l'espace carte vers les images de l'espace image pour les visualiser selon la perspective du capteur. L'image n'apparaît plus déformée et est affichée selon son orientation naturelle. Allons voir une petite démonstration. Travailler avec les fichiers natifs Revit, ce n'est pas nouveau dans ArcGIS Pro. La nouveauté est qu'on peut maintenant ajouter des couches de scène de bâtiment. Les couches de scène optimisent la mise en cache et le rendu des fichiers dans ArcGIS Pro. Une couche de scène de bâtiment peut être créée en utilisant l'outil de pactage Create Building Scene. Donc, si je vais dans Geoprocessing, j'ai mon outil qui est déjà préparé et je peux aller mettre un BIM et puis faire un pactage qui va sortir en format SLPK, avec lequel je peux déterminer un système de coordonnées. Ce pactage,
on peut en voir un ici. Il peut être inséré directement dans ArcGIS Pro. Et de là, on peut le télécharger. Pardon, je vais enlever ça. On peut le télécharger ici, dans Share, et faire Web Scene pour aller le publier vers ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. L'information BIM peut être capturée dans une scène de bâtiment et peut être utile pour visualiser, faire des requêtes et filtrer différents aspects de bâtiment. Les scènes de bâtiment sont visuellement complexes. On voit plusieurs éléments. C'est utile de filtrer les éléments ou des parties de bâtiment pour voir seulement quelques choses du bâtiment. On peut aller dans, ça ne sera pas long, je vais avoir accès à mon bouton, dans Manage et faire Building Filter. Et puis, j'ai des filtres qui ont déjà été établis. On va aller voir c'est quoi. Je vais agrandir ici à droite. Donc, j'ai mon information de filtre et puis je peux aller dans Settings et aller voir un filtre déjà établi. Par exemple, si je veux faire afficher via un filtre un plancher en particulier, je vais avoir le niveau 1. Je peux le faire. Regardez, la vue s'est ajustée. C'est automatique. Et puis, si je veux, par exemple, au niveau des catégories, afficher uniquement les murs, je peux le faire également. Et puis, je peux le voir en format de schéma. Vous voyez, on peut sortir vraiment les éléments qui sont pertinents, qu'on veut voir dans ce qu'on vient de faire. Donc, ça enlève plusieurs éléments et ça nous permet de mieux savoir ce qu'on voit et analyser nos données. Donc, une autre amélioration dans Pro, c'est d'ajouter des analyses exploratoires dans une échelle animée de temps. On va aller voir ça tout de suite. On va aller dans Map Animation. Et dans Animation, je peux cliquer sur Timeline. Vous voyez la timeline qui apparaît en bas ici. Ça va pas long. Je vais faire quelque chose. On va essayer. Habituellement, ici, dans le timeline, ça se rafraîchit et on voit des petites scènes qui apparaissent dans les cases en bas. Donc, le timeline, à quoi ça sert? On peut créer une animation comme ceci avec un outil qui s'appelle Slice Tool. Le Slice Tool a été utilisé pour pouvoir voir qu'est-ce qui est en arrière des murs, en arrière des différents éléments. Donc, on a utilisé le Slice Tool et on a fait une animation. Vous voyez que c'est quand même intéressant. Maintenant, allons voir un autre exemple. Je vais fermer ce ArcGIS Pro. Tu veux bien? C'est parfait. Et on va aller ouvrir un autre ArcGIS Pro. Maintenant, on va parler de la Full Motion Vidéo, le FMV. On va zoomer sur le lieu du vidéo et de la plateforme. Regardez bien. Si je pars la vidéo qui est en bas, la vidéo fonctionne bien, parfait. Je peux zoomer sur la vidéo. Je peux aussi zoomer sur le frame, sur le cadre de la vidéo. Ensuite, je peux faire des bookmarks. Et puis, je peux suivre la vidéo. Je peux voir les métadatas, faire des snapshots, faire des images. Je vais dézoomer un peu pour qu'on puisse le voir. On va le suivre de loin. Et puis, je peux extraire aussi en PowerPoint. Un PowerPoint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir la carte et l'image de la vidéo en même temps. Puis, ça va sortir des diapositives des deux en même temps. Et puis, je peux ajouter des graphiques aussi à l'intérieur de la vidéo. Et les graphiques s'ajoutent automatiquement sur ma carte en haut. Donc, on les voit. Et les graphiques peuvent être stockés à l'intérieur de la carte en faisant une sauvegarde. Donc, on voit ici que les graphiques, maintenant, sont dans ma table des matières et je peux les allumer et les éteindre. Et puis, je peux enlever les graphiques. Et c'est possible de synchroniser les graphiques également. Donc, c'était tout pour le Full Motion Vidéo, qui est quand même intéressant comme outil. Donc, imaginez une poursuite policière. On peut suivre et mettre des points pour les collisions, ce qu'elles ont eu lieu.
On va aller voir une dernière chose dans mes démonstrations. On va interpréter les images en mode perspective. Ici, on voit une image oblique de la ville de San Francisco. Je vais essayer d'aller faire le focus sur l'image en activant List by Perspective Imagery. Où est-ce que ça se trouve? Il faut aller sur la couche, et puis dans la table des matières, aller sur la couche et aller sur les 3 petits points. Et on voit apparaître un menu. Et le dernier, c'est List by Perspective Imagery. C'est apparu, c'est parfait, et ça a fait apparaître différents items dans ma table des matières, dont un item directement à côté du titre de ma couche. Ici, je peux faire maintenant Set as Focus Image. Je vais appuyer dessus. Regardez bien l'image. Donc, on passe d'une image oblique vers une image en perspective, ce qui me permet vraiment de voir la profondeur et de voir de façon réelle davantage les buildings. Ici, en même temps, je peux voir les informations sur le raster, l'image qui a été utilisée. Maintenant, on va parler d'un autre outil à l'intérieur des rasters, les fichiers images. On est maintenant dans la ville de Toronto. On va aller voir que c'est maintenant possible de mettre des hauteurs, des longueurs, des superficies sur les bâtiments et les mesurer. En utilisant les outils de mesure directement à partir de l'imagerie géoréférencée et basée sur un modèle de capteur. Donc, ça nous prend le capteur pour pouvoir le faire. Je vais aller dans Imagerie et cliquer sur ma couche. Vous voyez ici que les outils de mesure se sont automatiquement activés. Mais je pense qu'avant de le faire, je vais aller faire la liste by perspective pour pouvoir voir vraiment mes éléments de façon normale. Ça se charge. Parfait. Donc, je vais aller utiliser l'outil de mesure Base to Top High. Qu'est-ce que ça calcule? Ça peut me permettre de prendre la base d'un bâtiment et aller au sommet du bâtiment pour calculer sa hauteur. Donc, je clique au début, je clique à la fin. J'arrive à 558 mètres. Ici, vous aurez reconnu, c'est à Toronto, et puis c'est la tour du CN. Bon, la tour du CN a 553 mètres. Donc, tout dépendant du point où vous allez aller prendre, vous allez avoir la mesure. Donc, moi, je n'ai pas zoomé et ma mesure est plutôt imprécise à cause de ça. Donc, je n'arrive pas à la bonne mesure, mais tout près. Alors, vous avez vu que c'est possible maintenant de faire des modifications dans l'imagerie. On retourne maintenant à la présentation standard. Et puis, je vais passer la parole à Frédéric pour la conclusion. Merci Chantal. Je vais te laisser me redonner la main. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, merci Chantal en tout cas pour cette présentation. Donc, excellente présentation avec quand même beaucoup de choses que vous avez peut-être vues. Donc, c'est certain que j'ai juste un problème avec la slide. Je me dépêche d'aller dessus. Ouais, on a un problème avec on a un petit problème avec ça. Est-ce que Chantal, tu peux réafficher la slide conclusion? Oui, je te redonne la main. Oui. Excusez-nous pour ce petit problème. Ok. En tout cas, Simone, je vais juste te laisser donner la main à Chantal parce que j'arrive pas à le faire. Mais en conclusion, c'est ça. On a quand même vu pas mal de choses dans ce webinaire et c'est sûr qu'il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'améliorations dans cette version 2.3. Donc c'est certain que on a quand même beaucoup de choses qu'on a vues. Si je fais un résumé très rapidement, on a vu les outils de création de couches, la gestion des analyses 3D, tout ce qui est au niveau catalogue, tout ce qui est vidéo plein écran, les nouveautés avec FMV, gestion de géodatabase. Donc j'en passe sur les détails, mais c'est certain que il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis
Au niveau de la feuille de route d'ArcGIS Pro, à court, moyen et long terme, il y a quand même beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent, autant au niveau de la symbologie ou du géotraitement, de la cartographie de la 3D. Toutes les nouveautés et beaucoup de nouveautés vont être développées dans Pro. Donc, si vous avez des demandes spécifiques par rapport à certaines fonctionnalités, je vous invite à communiquer avec votre directeur de compte directement. Comme ça, il pourra vous donner différentes informations. Également aussi au niveau des ressources, on a toujours beaucoup de ressources au niveau cours de formation, vidéo, nos articles de blog, la plateforme Géonet, l'aide en ligne, etc. Donc c'est certain que il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez voir. Je vais juste redonner la main à Chantal. Chantal, si tu veux bien afficher la page des ressources. Oui. Donc, Non, c'est bon, Chantal, on est déjà passé. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça. Frédéric a tenté de montrer, c'est les nouveautés, puis la feuille de route, et puis on est aux ressources. Ok, donc ça, de toute façon, il y a eu un petit problème technique d'affichage, mais vous le recevrez dans le PDF qu'on envoie après la présentation. Donc, au niveau des ressources, comme je disais, les formations en ligne, les vidéos, les articles de blog, la plateforme Géonet et bien sûr les aides en ligne qui sont assez complètes. Si vous êtes sous contrat de maintenance, vous avez aussi accès au support technique. Et puis, Chantal, si tu me passes la prochaine slide, on va simplement parler et rappeler que toutes nos conférences du printemps sont maintenant ouvertes, notamment le 1er mai à Québec. Si vous vous inscrivez avant le 10 avril, vous pouvez bénéficier d'un rabais sur la journée, et si vous inscrivez à une de ces conférences, vous pouvez bénéficier de 15% de rabais sur une de nos formations. Et comme on parle d'ArcGIS Pro, les cours populaires pour ArcGIS Pro, c'est la migration entre ArcMap et ArcGIS Pro. Donc c'est certain qu'à ce niveau-là, on a quand même beaucoup de cours, beaucoup de contenu. On a un cours aussi sur ArcGIS Pro et les processus essentiels. Si jamais vous n'avez pas, vous trouvez pas qu'un cours est assez adapté à vos besoins, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter ou contacter directement votre directeur de compte, et puis on peut organiser un cours, une formation personnalisée. Donc merci à vous, merci d'avoir pris un peu de temps aujourd'hui pour participer au webinaire. Donc je vous rappelle, il a été enregistré, un PowerPoint qui est présenté, vous êtes envoyé et converti en PDF. On vous les fera parvenir sous peu. Et bien sûr, l'enregistrement du webinaire sera disponible dans nos pages d'archives. Aussi, on aimerait avoir vos impressions sur la présentation. On sait qu'on a eu des petits problèmes techniques à certains moments, mais il y a un court sondage qui sera à répondre à votre écran quand vous sortirez du webinaire. Et on va maintenant arrêter l'enregistrement et répondre à quelques questions.